Qu'est-ce que l'ingénierie sociale? Alors, l'ingénierie sociale, donc l'expression est donc formée sur le modèle de toutes les sortes d'ingénierie, donc ingénierie génétique, ingénierie du bâtiment, ingénierie financière, ingénierie informatique. À chaque fois, le principe est le même, hein. C'est-à-dire que on considère un donné qu'il va falloir reconfigurer. En fait, l'idée maîtresse, c'est en quelque sorte les travaux que nous allons faire sur un donné qu'il va falloir donc en fait reconstruire. Cette reconstruction, quand elle s'applique à quelque chose, à des objets, hein, par exemple un bâtiment ou un capital, si on parle d'ingénierie financière, bon, ne pose pas de problème. Les objets ne se rebellent pas. En revanche, quand l'ingénierie s'applique à du vivant ou à du subjectif, là, il y a un risque évidemment de refus, tout simplement. C'est qu'il va falloir donc mettre au point des stratagèmes pour contourner les résistances aux modifications, aux transformations, aux changements que l'on a l'intention de produire. Quand on parle d'ingénierie sociale, on pourrait, en fait, pour être plus précis, il faudrait parler d'ingénierie psychologique et sociale. Ça peut paraître un petit peu violent dit comme ça, parce que effectivement, cela consiste à considérer le fait social et donc plus intime encore le fait psychologique comme un objet sur lequel on va travailler, sur lequel que l'on va mettre en chantier en quelque sorte. Hein, toujours sur le modèle de l'ingénierie du bâtiment par exemple. Donc pour effectivement contourner les risques de fermeture, hein, les risques de refus, de se laisser travailler par un ingénieur social ou psychologique et social, donc il y a des techniques, enfin des stratagèmes qui sont appliqués et qui nous font entrer dans le piratage. Donc le piratage permet de court-circuiter, de ne pas demander son avis, hein, au système vivant, subjectif, que l'on va reconfigurer. Cela permet donc de faire des travaux sur la subjectivité d'autrui, hein, sans lui demander son avis. Il faut parvenir à s'ouvrir le système subjectif d'autrui sans qu'il s'en rende compte. Got the basic layout. Bookstore, cafe, almost everything else is here too. Who are the people? Projections of my subconscious. Yours? Yes. Remember, you are the dreamer. You build this world. I am the subject. My mind populates it. You can literally talk to my subconscious. That's one of the ways we extract information from the subject. How else do you do it? By creating something secure like a bank vault or a jail. The mind automatically fills it with information it's trying to protect. Understand? Then you break in and steal it. C'est-à-dire que c'est un viol furtif. La définition du piratage, c'est ça, c'est un viol furtif. Quelles sont donc les méthodes pour pirater les groupes ou les individus? Donc pour s'ouvrir furtivement, hein, donc pour violer l'intégrité d'un système subjectif, donc d'une conscience, il y a une méthode qu'un pirate informatique a appliquée et a contribué à faire connaître, qu'il a appelé le hameçonnage. La technique n'est pas nouvelle. Vous recevez un courriel de votre banque ou d'une société reconnue qui vous demande des informations. La demande semble authentique, mais le but caché est de vous soutirer des informations importantes. Il s'agit d'une escroquerie appelée hameçonnage qu'il faut savoir éviter. Nous sommes tous habitués au commerce en ligne. Nous achetons et vendons des objets. Nous avons tous des comptes contenant des informations sensibles. Faire des achats en ligne n'est pas risqué tant que vous traitez directement avec des sociétés dignes de confiance. Les problèmes surviennent lorsque des criminels usurpent l'identité de ces sociétés et parviennent à vous soutirer vos numéros de compte, mots de passe ou codes de carte bancaire. Il faut se mettre à la place du poisson, hein, qui voit un asticot qui danse sous ses yeux, et qui se dit qu'il va faire un bon repas, et qui donc attrape l'asticot
et qui donc se retrouve avec un crochet dans la mâchoire et qui va finir dans l'assiette du pêcheur. Donc le hameçonnage, concrètement, c'est un faux bien pour un vrai mal, hein, c'est-à-dire ça consiste à inverser finalement les places du prédateur et de la proie, et donc du piraté et du pirate. Là où le poisson croit faire un bon repas, et qu'il le finit lui-même dans l'assiette, hein, le piraté souvent va croire lui-même, pas forcément qu'il pirate, mais qu'il a un avantage à aller dans telle ou telle direction, alors qu'en réalité il ne fait que obéir sans s'en rendre compte à la manipulation, en fait, au hameçonnage donc du pirate. Donc cela permet... alors comment produire justement cet effet de furtivité qui donne l'impression aux piratés qu'il n'y a pas de danger, hein, voire même que le danger est désirable, parce qu'il ne perçoit pas le danger au premier degré. Il faut donc produire un effet donc de furtivité, c'est-à-dire un effet d'invisibilité, autrement dit un effet, comme l'invisibilité concrètement est impossible, il faut produire un effet qui nous permet de passer inaperçu. Il faut donc produire une tache aveugle dans le champ de perception du piraté, enfin de la proie. Comment produire cet effet, cet effet de tache aveugle? Il faut parvenir à produire de l'indifférence à son égard. Le pêcheur sur la rive produit de l'indifférence à son égard, et voire même il arrive à produire de la confiance, puisque l'asticot qui va attraper, enfin qui va permettre de hameçonner le poisson, là c'est pratiquement le syndrome de Stockholm, hein, c'est-à-dire que le poisson finalement arrive à aimer ce qui va lui faire du mal. Il y a plusieurs façons, hein, de hameçonner, c'est-à-dire que produire de l'indifférence, ce qui me permet donc de commencer à travailler sur le cerveau finalement du hameçonné, sur le cerveau du piraté, moi en tant que pirate, en tant qu'ingénieur. Et aussi, alors première façon, deuxième façon, en produisant de la confiance aussi. Dans les deux cas, je m'ouvre le système d'autrui, et ce qui me permet d'en prendre le contrôle. À partir du moment où quelqu'un me fait confiance, je commence à rentrer dans sa tête, dans son cerveau. Laisse-toi faire et accroche-toi. Pour arriver, alors qu'on est dans le réel, on est en position d'ennemi, hein, et on arrive à produire une image, donc soit une tache aveugle, c'est-à-dire pas d'image, soit une image d'ami ou d'allié. Donc il va falloir inverser tout. Pour cela, il y a une figure d'analyse transactionnelle qui s'appelle le triangle de Karpman, et qu'il faut mettre en place. Et c'est-à-dire, alors le triangle de Karpman consiste à réduire le système relationnel dans lequel je me trouve à 3 positions, donc le bourreau, la victime et le sauveur. Si j'arrive à implanter ce triangle, cette relation triangulaire dans mon espace social, et que j'arrive à occuper la place de la victime ou du sauveur, je peux commencer à pirater le cerveau en fait d'autrui. De préférence en lui faisant occuper la place du bourreau. Pourquoi ? Parce que ça va le culpabiliser et que je vais donc commencer à pouvoir ouvrir son système de défense. Quand quelqu'un se sent coupable, il est en position de faiblesse, il commence à déprimer et donc il est
il n'est plus en position de se défendre, et a fortiori, il n'est plus en position d'attaquer. Donc pour pirater, pour faire de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire du piratage neuronal, du neuropiratage, pour pirater le cerveau des gens, je dois donc produire de l'indifférence à mon égard, première possibilité, ou de la confiance. Et comment puis-je produire de la confiance à mon égard en me faisant passer soit pour une victime, soit pour un sauveur. Une fois que je suis arrivé à occuper l'un de ces divers postes, donc je peux commencer à détruire le système d'autrui. Si je suis un méchant pirate, un black hat, je peux commencer à détruire le système subjectif, hein, la subjectivité d'autrui, comme je détruirais le disque dur. Comment en implémentant un conflit triangulé. Ça, c'est le deuxième concept, à mon avis, essentiel en ingénierie sociale. Le premier, c'est le hameçonnage, donc ce que je viens de décrire. Comment passer inaperçu, comment produire de la confiance à mon égard, donc comment produire de l'indifférence ou de la confiance. Deuxième concept, une fois que j'ai acquis cette indifférence ou cette confiance, deuxième phase, implanter un conflit triangulé. Un conflit triangulé, ça consiste à faire monter les contradictions à l'intérieur d'un système. Les systèmes vivants ou non vivants possèdent toujours des contradictions. La Terre tourne autour du Soleil parce qu'elle est prise entre deux forces contradictoires. L'attraction universelle qui l'attire vers le Soleil et le mouvement inertial qui, s'il était seul, la ferait aller tout droit. Donc là, la combinaison des deux forces induit un mouvement circulaire. Donc deux forces contradictoires qui induisent dans leur équilibre un mouvement circulaire. Donc les systèmes non vivants eux-mêmes sont parcourus par des contradictions, les systèmes vivants, c'est encore plus visible. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de société qui soit dénuée de contradictions, toutes les sociétés sont hétérogènes. Hein. Il n'y a jamais une société, même une société de clones, qui seraient tous identiques du point de vue génétique, développerait des différences et des contradictions à partir d'un moment. Parce que voilà, quand on est plongé dans l'espace-temps, on commence à se différencier, tout simplement. Tout ça, je reviens sur le conflit triangulé qui consiste à repérer les contradictions internes, mais en germe, parfois, à tout système, et à les faire monter. Pour produire un mouvement centrifuge qui va, à terme, morceler le système que j'attaque. Donc, quand j'ai affaire à des êtres vivants, enfin à des humains, la voie royale pour cela consiste toujours à m'inscrire dans le triangle de Karpman, avec les trois rôles. Et donc là, cela va consister à dépeindre les gens, les acteurs de la situation que je veux monter les uns contre les autres, puisqu'un conflit triangulé, c'est ça, appliqué aux humains, à les dépeindre comme des bourreaux mutuels. Et moi, toujours, donc soit la victime, soit le sauveur, ou soit carrément non perçu. C'est le diviser pour mieux régner. C'est ça, voilà. Cette méthodologie, donc effectivement, est très ancienne. En réalité, donc les Romains l'ont appliquée entre les tribus gauloises pour affaiblir donc les populations qu'ils avaient l'intention de conquérir en Gaule. Et puis là, en l'occurrence, donc c'était les Romains, eux, donc n'ont pas appliqué véritablement ce triangle de Karpman, puisqu'ils étaient ni victimes ni sauveurs, ils étaient les agresseurs, mais ils ont réussi, donc ils étaient en position de bourreaux, mais ils ont réussi à dépeindre les tribus gauloises les unes envers les autres comme finalement encore plus menaçantes que vis-à-vis des Romains.
Bon, ça, l'idéal, évidemment, c'est de ne même pas être perçu en tant que chef d'orchestre du conflit triangulé. Ou alors d'être perçu effectivement dans la confiance, mais jamais évidemment dans la méfiance. Donc, mon but, si je suis ingénieur social ou pirate social, enfin pirate psychosociologique, neuropirate, va être d'obtenir, de produire par rapport à moi de l'indifférence ou de la confiance, et de faire monter la méfiance entre les acteurs de la situation dont je veux prendre le contrôle, enfin que je veux détruire là en l'occurrence. Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de Gouverner par le chaos? C'est des observations que je me disais à partir, au milieu des années 2000. Je commençais à me demander si toutes les erreurs que faisaient les dirigeants dans tous les domaines n'étaient pas des erreurs volontaires finalement. Parce que c'est tellement, il y a une telle somme d'erreurs et une telle persistance dans les erreurs qu'à partir d'un moment, on se demande mais est-ce que ils ne le veulent pas? Est-ce que c'est pas fait exprès pour faire du mal, enfin pour détruire? Donc j'ai commencé à m'intéresser de près il y a une convergence de facteurs. Enfin, c'était les milieux que je fréquentais, et puis ce questionnement ces questions que je me suis posées en me demandant s'il n'y avait pas effectivement un projet derrière toutes ces erreurs, que c'est pas seulement de l'incompétence ou effectivement de la bêtise. C'est-à-dire des erreurs par manque d'intelligence, et si ça ne correspondait pas à une logique. Donc, dans un premier temps, je me suis mis à chercher s'il n'y avait pas des méthodes scientifiques de déconstruction programmée des équilibres, quels qu'ils soient. Et il se trouve que, compte tenu des milieux que je fréquentais, j'ai remarqué j'ai constaté effectivement que dans le management ou dans le marketing, manifestement, il y avait des éléments méthodologiques, scientifiques, de déconstruction des équilibres des sociétés traditionnelles, par exemple, pour les faire rentrer dans, en quelque sorte, la modernité consumériste. Il y a un livre qui m'a beaucoup apporté sur ce sujet. On l'a réédité aux éditions de Retour aux Sources. Il a été édité d'abord en France en 1983 sous le titre Conscience sous influence. Là, on l'a réédité sous le titre La société de l'indécence par un auteur qui s'appelle Stuart Ewen, qui est historien de la publicité, et qui a montré qu'effectivement l'avènement de la société de consommation dans les années 1920 aux États-Unis n'est pas ce n'est pas un phénomène naturel. Ça a été parfaitement pensé, conçu établi par étapes de manière progressive et avec une conscience pleine et entière de la déconstruction et de la destruction que cela allait provoquer sur les modes de vie ancestraux, traditionnels, des gens qui vivaient aux États-Unis à l'époque, et qui étaient encore très proches de leur date d'arrivée, en réalité, puisqu'en 1920, ça faisait peut-être seulement 2 ou 3 générations qu'il y avait des Européens aux États-Unis. Et ils étaient encore très imprégnés donc, des modes de vie traditionnels. Alors la lecture de ce livre m'a vraiment profondément marqué. Où est-ce que j'ai trouvé l'idée de me pencher sur ce livre? Dans un texte écrit par un collectif qui s'appelle Tikkun, qui avait publié donc plusieurs textes dont la théorie de la jeune fille. Et puis aussi d'autres textes aussi sur le Bloom, ce qu'ils ont appelé le Bloom, c'est-à-dire l'individu contemporain déraciné.
Et donc des études assez intéressantes. Et donc dans la théorie de la jeune fille, j'ai trouvé effectivement mention de Stuart Ewen. Et bon, voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé effectivement à m'intéresser au marketing, au management et à toutes ces méthodologies qui, sous couvert d'organisation, bien souvent, enfin sous couvert d'organiser les groupes, bien souvent les désorganisent en réalité. Toujours selon cette méthode, cette méthode d'ingénierie sociale qui consiste à reconfigurer un donné selon un nouveau plan et qui s'applique à des sociétés entières. Donc c'est bon, tout ça en fait c'est un peu amalgamé, ça s'est décanté aussi. En 2008, donc il y a l'affaire de Tarnac. 11 novembre 2008. 150 policiers et gendarmes bouclent le village de Tarnac, une petite commune de Corrèze. Depuis 6 heures du matin, ils perquisitionnent plusieurs habitations, une ferme et l'épicerie Bar Tabac. Des hélicoptères survolent les lieux. Nom de code de l'opération, Taïga. Objectif, démanteler une cellule terroriste suspectée de plusieurs sabotages de trains. Quelques jours plus tôt, 4 TGV ont été immobilisés par des crochets en fer placés sur les caténaires de la SNCF. Pas de quoi faire dérailler le train, juste de quoi l'immobiliser. Aucune victime, mais de gros retards sur le réseau. 9 personnes sont interpellées, 5 hommes et 4 femmes, âgés de 25 à 34 ans. Des militants contestataires radicaux que la police qualifie d'ultra-gauche. Toute la presse embraye. L'ultra-gauche déraille, titre Libération à la une le lendemain. Mobilisation générale contre les sabotages à la SNCF, ajoute le Figaro. Au lendemain, 2 ans après cette arrestation médiatique, nous sommes retournés à Tarnac, tranquille petit village de 325 habitants. Quelques agriculteurs, quelques résidences secondaires, des retraités. Au centre du village, l'épicerie. La fameuse épicerie tapie dans l'ombre du journal de France 2. Un café-restaurant bar tabac tenu par des jeunes venus de la ville. On peut y prendre un verre ou faire une petite course de dépannage. Un repas ouvrier à 12 € propose un solide menu à l'heure du déjeuner. Ici, on prend fait et cause pour les militants. Tu sers, il va te prendre en photo là maintenant, tu vois, servir l'épicier de Tarnac qui est en train de servir les clients. Et alors ça fait quoi de savoir qu'on est entouré de terroristes? Quand on les connaît, Benjamin et les clics, ça nous faisait rien parce qu'on n'y a pas cru. Qui donc met en lumière un groupe de gens qui avaient décidé de se retirer de la ville et d'habiter dans un village du centre de la France et auquel on attribue la rédaction d'un livre qui s'appelle L'insurrection qui vient, écrit par un comité invisible, donc un collectif anonyme, et qui a des liens avec le collectif Tikkun, qui avait publié quelques années auparavant, chez le même éditeur, donc les textes qui m'intéressaient autour du Bloom et de la théorie de la jeune fille. Comme je m'intéressais à leurs textes, comme j'avais croisé quelques personnes de cette nébuleuse dans les milieux que je fréquentais, d'extrême gauche ou d'ultra gauche, entre les squats et l'université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, je me suis senti concerné. Surtout, bon, je me suis dit, mais si ça leur arrive, après tout, ça peut m'arriver aussi à moi, voilà, un peu par mimétisme ou par appariement, voilà, quand on a croisé la route de certaines personnes, on se dit, je suis peut-être fiché moi-même. Bon, évidemment, c'est le cas. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est fiché de toute façon. Voilà, comme bon, et donc tout ça m'a amené à tout. En fait, tous ces ruisseaux sont arrivés dans une rivière. Ont fusionné donc dans une inspiration pour écrire un texte que dans un premier temps j'avais appelé Ingénierie sociale et mondialisation,
et qu'ensuite j'ai appelé d'un titre un peu plus, parlant, à mon avis, mais un peu plus commercial, gouverné par le chaos. Je précise que bon, je suis responsable du produit fini à 80%. Parce qu'il y a aussi des gens qui m'ont donné des citations, etc. Bon, pour ça aussi que je me sentais un peu gêné de mettre mon nom sur la couverture. Bon, premièrement, puisque j'utilisais un pseudonyme pour divers textes, mais aussi parce que j'avais vraiment le sentiment que c'était que l'existence de ce texte devait à d'autres personnes qu'à moi, mais substantiellement, pas simplement comme ça en passant. Je suis parti sur l'idée d'un collectif, et puis de signer par un collectif, un nom de collectif, et puis je me suis dit tiens, je vais faire une espèce un clin d'œil, un hommage aux gens aux gens de Tarnac là qui ont des soucis, et puis je vais pour apporter un soutien moral, parce qu'il y avait déjà un deuxième comité qui s'était créé de soutien à ce groupe de gens autour de Eric Hazan, l'éditeur. Et qui se sont et donc voilà, pour les gens qui ont un peu suivi ça à l'époque, pendant 6 mois, 1 an, ça a un peu défrayé la chronique. Bon, moi personnellement, comme fondamentalement, mon point de départ n'est pas la politique. C'est les sciences humaines et sociales, donc l'anthropologie, l'ethnologie, la sociologie, la philosophie, la psychologie. Donc je suis fondamentalement indifférent aux catégories politiques, ce qui m'autorise à aller de l'ultra-gauche à l'ultra-droite, tout simplement pour comprendre comment tout cela fonctionne. Parce que j'ai une éducation fondamentalement sociologique. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les milieux. Donc pour les comprendre, il faut faire un peu d'observation participante. Il faut y aller, et même sympathiser avec les gens, comprendre de l'intérieur comment ils fonctionnent. Ce qui ensuite, sur le plan politique, donne l'impression d'être un petit peu caméléon, d'être un peu, un peu multicarte et touche à tout. Oui, mais parce que fondamentalement, c'est pas la politique qui m'intéresse. Voilà, moi c'est le phénomène humain, c'est comprendre comment les gens fonctionnent de l'intérieur. Parce que j'ai une curiosité pour mes congénères, et que c'est ça qui m'anime fondamentalement. Qu'est-ce qu'une dictature scientifique ? L'expression apparaît sous la plume de Aldous Huxley. Il faut remonter à cet auteur-là pour comprendre vraiment vers quoi nous nous dirigeons, puisqu'il est passé à la postérité essentiellement pour son texte, pour son livre, son roman Le meilleur des mondes, qui décrit un univers entièrement régi, contrôlé par la science, et vers lequel manifestement nous nous dirigeons. Que ce soit par les projets de PMA, procréation médicalement assistée, de GPA, gestation pour autrui, de faux mariage, de pseudo-mariage homosexuel, qui fait partie aussi de tous ces projets de capitalisme scientifique. Donc les gens de gauche, parfois bien intentionnés, qui croient que c'est une rébellion contre le capitalisme au bénéfice des minorités, n'ont rien compris. Il faut leur expliquer que en réalité, ce que les gens appellent le mariage homosexuel, c'est l'expression, c'est la fine fleur du capitalisme. C'est une clinique qui marche tellement bien qu'elle s'agrandit. Ça amuse les patients, mais pour le docteur Bakshi, c'est d'abord un moyen d'augmenter son chiffre d'affaires. Là, il y aura la salle de collecte du sperme. Le docteur Bakshi est l'une des spécialistes de la maternité de substitution. Elle propose à tous ses patients un catalogue de mères porteuses locales. Pendant 9 mois, ce sont des Indiennes qui auront dans leur ventre un enfant voulu par d'autres. Le recours à des mères porteuses est autorisé, c'est légal ici. Et puis les gens viennent pour le prix et la qualité du service qui est très bon. Je dirais même qu'il est supérieur à ce qui se fait ailleurs, aux États-Unis par exemple. Alors les gens se disent, pourquoi pas l'Inde ? Car l'Inde n'a pas de limite. Pour multiplier ses chances de réussite, le docteur Bakshi propose plusieurs mères porteuses à ses patients.
Et chacune d'entre elles peut accueillir jusqu'à 5 embryons. Tout cela pour 20 000 €, soit 5 fois moins cher que ce qui se pratique partout ailleurs dans le monde. Rekha porte le bébé d'un couple d'Australiens. Si l'accouchement se passe bien, la jeune femme touchera près de 2 000 €, 3 fois le salaire moyen indien sur une année. J'ai 3 enfants à nourrir et mon mari ne gagne pas assez non plus. C'est pour ça que je fais ça. J'ai besoin de cet argent. Alors la théorie du genre, enfin de la confusion des genres, pour être précis, tout cela nous entraîne vers en fait une approche en termes d'ingénierie génétique que Aldous Huxley a bien résumé dans son roman. Alors bon, évidemment, il y a le progrès technique, scientifique, qui donne des idées, forcément, à l'oligarchie du capital, qui a les moyens d'imposer un projet politique fondé sur la science et la technique. Double avantage, ça permet de se passer du langage. Parce que, bon, les dictatures classiques, traditionnelles, s'appuient toujours sur l'intériorisation d'une loi et qui est inculquée à la population pour qu'elle se tienne tranquille. Là, en l'occurrence, alors le problème avec ça, c'est que ça éduque, ça structure le psychisme, d'intérioriser une loi qui est véhiculée par des mots, par du langage, et donc par une compétence linguistique. Qui permet éventuellement de s'allier et finalement, au bout d'un moment, de produire un effet de contre-pouvoir vis-à-vis de l'oligarchie en question. Donc c'est pour ça que les oligarchies religieuses ou philosophiques, qui s'appuyaient sur un discours religieux ou philosophique, n'ont jamais vraiment réussi à durer. Parce que elle donnait, au moins en croyant dominer simplement de façon unilatérale une population par l'inculcation d'une loi, elle donnait des armes, elle donnait les moyens à cette population de finalement se déconditionner elle-même et d'envisager une autre loi et d'envisager donc un contre-pouvoir et donc une autre société. Et donc une contestation avec les risques de renversement, de révolution, de rébellion. Sachant qu'en plus, de toute façon, l'inculcation d'une loi intériorisée a des effets aussi de stabilisation et que ce n'est pas entièrement mauvais en soi. Donc bon, il y a donc des avantages et des inconvénients. Le but de l'oligarchie capitaliste à partir du XIXe siècle, en voyant qu'effectivement elle commençait à se doter des moyens d'un pouvoir scientifique croissant, ça a été de commencer à prendre le contrôle des populations, non plus par une loi, donc par du langage, mais par des mécanismes de gestion industrielle. Ce qui permet de faire l'économie du langage, donc de commencer à déconstruire la compétence linguistique, qui devient superflue. On le voit aujourd'hui, ça a pris un coup d'accélérateur en France, notamment à partir de mai 68, qui a vraiment, il y a vraiment eu un avant et un après. Tout le monde, les gens qui l'ont vécu le reconnaissent. À partir de mai 68, le capitalisme est entré donc dans une accélération qui est remarquable essentiellement par le fait qu'il commence à rentrer dans les cerveaux. Avant, le capitalisme se pesait sur les conditions de travail, sur les corps, etc. Mais il ne rentrait pas encore vraiment dans l'intimité des populations. Il était en quelque sorte toujours, une porte restait fermée. À partir donc des années 60, il commence vraiment à faire son chemin dans l'intimité et dans les modes de vie, mais pas seulement les conditions de travail, pas seulement
l'industrialisation, c'est-à-dire que c'est vraiment le ventre des femmes qui est visé, hein, comme Pierre Berger l'a révélé, hein, le pseudo-mariage homo permettra de mettre en location le ventre des femmes. Il trouve ça très bien. Hein. Moi, je suis tout à fait pour la procréation médicalement assistée. Je suis aussi pour la gestation médicalement assistée. Oui, c'est ça, la grossesse pour autrui. Oui. Et vous avez d'ailleurs beaucoup choqué avec votre phrase Oui, que je vais rappeler. Je vais juste la rappeler. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Alors, même les féministes ont été très choqués, même les pro-mariage gay ont été très choqués. Mais ils ne m'ont pas compris, ni les féministes, ni les pro-mariage gay, ou certains n'ont pas voulu me comprendre. Qu'est-ce qu'on croit que j'ai voulu dire? Que le ventre des femmes était à louer? Que c'est ce qu'il fallait faire? C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire précisément le contraire, à savoir que les femmes étaient maîtresses d'elles-mêmes et de leur destin, et qu'on ne pouvait pas les empêcher de porter un enfant pour autrui si elles le voulaient. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai dit que, oui, en effet, je reprends la phrase, que de toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Vous, pour faire de la télévision en ce moment, d'autres pour aller dans une usine, d'autres pour être... Ça serait comme un travail, la maternité et l'enfantement, vous le comparez à une sorte de travail, c'est ça, vous le désacralisez, vous le déshumanisez un peu. Arrêtons, n'employons pas de grands mots, là. C'est une forme de macrellerie, hein. C'est de la prostitution, hein, puisque la prostitution consiste à louer le vagin. Pierre Berger est une sorte d'hyper-macro, puisqu'il propose de louer l'utérus. Non mais il faut se représenter la chose. Et vous avez des pauvres idiots de gauche pour soutenir ça. Vraiment, il y a un gros travail de pédagogie à faire auprès de ces personnes. Cela dit, à droite, il y en a aussi. Hein, je veux dire, toutes ces choses-là se sont mises en place, ont commencé à être mises en place sous Sarkozy. Hein. Il faut toujours rappeler ça. Hein. Ce ne sont pas des projets de gauche, ce sont des projets capitalistes, c'est-à-dire au-delà de la droite et de la gauche. Le capitalisme n'est pas de droite ni de gauche. C'est une forme de totalitarisme comme il y en a eu par le passé, mais c'est le plus vicelard, quoi, en quelque sorte. Il prend toutes les formes. Hein. Et est-ce qu'une dictature scientifique, c'est pas aussi prendre ces sujets pour des systèmes informatiques dont on peut effacer les données, les remplacer, etc. Tout à fait, oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire que là, il y a des transferts de compétences. Hein. C'est-à-dire que quand on est, en fait, il faudrait diffuser plus largement la cybernétique. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. La cybernétique écrase les différences entre les systèmes vivants et non vivants. Tout est décrit en termes de système de sécurité, puisque un système possède une intégrité, hein, puisqu'il y a forcément, pour le distinguer en tant que système, c'est que forcément il y a une limite entre lui et son extériorité. Cette limite, hein, cette fermeture, c'est ce qu'il va falloir creuser, ce qu'il va falloir percer. Qu'est-ce qui te tracasse encore? C'est ce robot. Est-ce que tu trouves qu'il me ressemble? Bien sûr que non. Attention, je ne parle pas physiquement. Mais comment alors? Je ne sais pas, mais tu vois, nous, les cyborgs, on a une tendance à la paranoïa au sujet de nos origines. Parfois, je doute réellement d'être moi-même. C'est comme si j'étais morte il y a longtemps et que quelqu'un ait pris mon cerveau et l'ait implanté dans ce corps. Ou peut-être qu'il n'y a jamais eu de moi, que je suis entièrement synthétique, comme cette affreuse chose. Ton enveloppe en titane abrite des cellules humaines, Kusanagi. On te traite comme les autres humains, alors n'exagère pas. Mais justement, il n'y a que cela qui me donne l'impression d'être un humain. La façon dont je suis traitée. Je veux dire, qui sait ce qu'il y a dans nos têtes? Tu as déjà vu ton propre cerveau. Donc, percer les défenses d'un système, c'est tout l'enjeu du pouvoir actuellement. Avec, par exemple, la théorie de la confusion des genres, dès la naissance, l'idée, c'est de ne pas permettre à un système de sécurité de se mettre en place dans le psychisme humain. Il s'agit en fait de... Alors c'est là où donc on revient sur Aldous Huxley, puisque lui, avec sa dystopie, se place à la fin du processus, où les enfants sont produits dans des utérus artificiels dès l'origine,
Hein, l'utérus artificiel, c'est ce qui s'appelle l'ectogenèse, comme dans le film Matrix, c'est-à-dire qu'on produit des enfants à l'extérieur du ventre maternel, c'est-à-dire dans des utérus reproduits artificiellement, des poches en plastique ou des cuves en verre ou métalliques. Et là, ça permet finalement de se rendre maître d'emblée du système de défense cognitif de l'individu, voire même d'empêcher qu'il advienne. Puisqu'on ne lui donnera même pas les moyens de se le construire en lui inculquant une loi, donc une grammaire. Voilà. Donc, bon, tout ça est en route en ce moment, hein, donc c'est particulièrement, effectivement inquiétant. Oui, bon. Et donc le comportement n'est plus régulé par par des mots intériorisés et par des représentations. Il est donc régulé. Enfin, le comportement se trouve façonné par de la contrainte technique pure. Ben, faudra me passer sur le corps parce que vois-tu, tes parents me traitent plus comme un fils que comme un locataire. Joe, oh non, ne vous battez pas, mes fils. Ben quoi, mets ta main devant ta bouche, t'en prie, t'es vachement dégueulasse. Tu ne te sens pas bien, fils? Oh, chut, papa. C'est son traitement. Donc on fabrique finalement des malades. Quand il y a des dysfonctionnements de la compétence linguistique, il y a des dysfonctionnements du psychisme, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à vivre en société, on n'arrive plus à communiquer. Voilà, là aujourd'hui on en est là, hein, avec des générations d'enfants hyperactifs qui n'arrivent pas à se socialiser, hein, qui deviennent à moitié fous, qui attaquent leurs parents. Voilà. Bon, on voit bien que là il y a effectivement une avancée progressive de ce qu'on appelle aussi le libéralisme libertaire, qui a la même fonction, hein, de déconstruction de la compétence linguistique. Et donc en fait, de la rationalité. Hein, parce que je précise, quand je parle de compétence linguistique, je parle de rationalité. Donc de grammaire cognitive. Qu'il faut, donc que le pouvoir aujourd'hui peut se permettre de déconstruire. Donc le pouvoir aujourd'hui s'appuie sur le désordre. Et ça, c'est la grande révolution, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir ne s'appuie plus sur un ordre intériorisé, mais il s'appuie maintenant sur le désordre. Il s'appuie sur le chaos. Le pouvoir progresse par le chaos. Le capitalisme progresse par le chaos. Et qui sert de prétexte, ensuite, à un encadrement technique et scientifique accru. Aussi, en fait, tout est bon dans le cochon. Hein, en fait, hein. Là, ça permet. Il n'y a que des avantages pour le pouvoir à déconstruire et à faire monter l'entropie, à faire monter le désordre et à gouverner par le chaos. Il n'y a que des avantages. Existe-t-il une théorie unifiante pour décrire tous les phénomènes actuels? Nous sommes menacés par le transhumanisme. Et par ses relais et ses soutiens, ses protagonistes. Le transhumanisme, pour ainsi dire, fusionné avec le capitalisme, parce qu'il faut bien des moyens pour... il suffit pas de faire des galipettes pour faire du transhumain, puisque par définition, le transhumain ne naît pas naturellement. Il naît en laboratoire, hein, exclusivement. Enfin, en laboratoire, je veux dire de façon artificielle. Donc c'est une nature, c'est de l'humain tertiarisé, mais dès l'origine. Aujourd'hui, effectivement, un type en costard-cravate ou une nana en tailleur qui bosse à la défense est tertiarisé, évidemment, mais pas dès l'origine. Donc là, le transhumanisme consiste à tertiariser l'humain dès l'origine, donc à l'arracher, à le déraciner
intégralement de sa nature originelle. Et donc pour ça il faut des moyens. Donc c'est en ce sens que le capitalisme est encore une fois le point de, enfin l'infrastructure du transhumanisme. Mais sur le plan des idées, parce que le capitalisme ne véhicule pas d'idées, c'est rien en fait, c'est juste la direction donnée par le capital. Donc du point de vue idéologique, à mon avis, je pense que le transhumanisme est ce qui agglomère toutes les tendances anti-humaines, enfin toutes les tendances idéologiques anti-humaines, quelles qu'elles soient. Elles se reconnaissent toutes là-dedans. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est lobbying commence à converger vers le transhumanisme. On le voit bien. J'ai proposé un article pour ER sur le transhumanisme où j'essaie de montrer justement comment, c'est cette convergence de tous les lobbies anti-humains dans une formulation commune qui s'appelle le transhumanisme. Bonjour Laurent Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je disais tout à l'heure en titre, vous étiez l'incarnation de ce que la France fait de mieux. Là, je disais médecin, non, vous êtes chirurgien, c'est encore mieux. Chirurgien, énarque et entrepreneur. Voilà, alors entrepreneur pour le coup à succès. Alors évidemment, il y a plusieurs années fondateur de Doctissimo. Aujourd'hui, votre aventure, c'est vous êtes président de DNA Vision. DNA Vision, vous le dites, j'imagine, à l'anglaise. Il fait du séquençage de l'ADN. Et vous avez cette phrase qui claque comme un slogan. Aujourd'hui est né un être humain qui vivra 1000 ans. Oui. C'est bien ça l'idée, oui. Laurent Alexandre. Et c'est l'idée des dirigeants de Google. L'entreprise la plus en pointe dans le monde sur l'ensemble de ces technologies, c'est Google. Google est en pointe en biologie. Google est bien sûr la société la plus avancée en matière d'intelligence artificielle. Google a racheté la quasi-totalité des sociétés mondiales de robotique et est devenu le leader mondial de la robotique. Google est en train de réinventer l'automobile avec la Google Car qui se conduit tout seul. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la quasi-totalité des dirigeants de Google sont ce qu'on appelle des transhumanistes. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'il est légitime d'utiliser toute la puissance des nanobiotechnologies, de l'informatique et des sciences du cerveau pour changer l'homme, l'augmenter et tuer la mort. Et donc c'est un projet politique avant d'être un projet business. C'est-à-dire Google est le fer de lance de la révolution transhumaniste, c'est-à-dire de cette idéologie qui pense qu'avec la technologie du XXIe siècle, on va changer l'homme, on va le renforcer et on va progressivement le rendre immortel. Ils l'ont écrit quelque part, ça, aujourd'hui, Laurent Alexandre? Allez sur Google, tapez transhumanisme, Google, intelligence artificielle, etc. Vous trouverez des milliers de pages de déclarations des dirigeants de Google. Ce n'est pas un projet caché, c'est un projet parfaitement ouvert. Les dirigeants de Google ont toujours dit qu'ils voulaient tuer la mort. J'en parlais déjà dans mon bouquin La mort de la mort il y a 3 ans. Absolument. C'est écrit, Kurzweil l'a écrit 50 fois. Le patron du moteur de recherche, Ray Kurzweil, l'a écrit des centaines de fois. Leur objectif est de tuer la mort et de rendre l'homme immortel. C'est un vrai projet politique, c'est un projet idéologique qui n'a pas été bien compris en France. D'ailleurs, on n'a pas compris en France. Mais qui n'est compris nulle part. Enfin, très franchement. Aux États-Unis, dans la Silicon Valley, on a très bien compris où les NBIC entraînent l'humanité. Donc j'ai le sentiment, la conviction que c'est un peu la théorie unifiante aujourd'hui pour les ennemis du genre humain. Et qu'il faut donc reconstituer les clivages sur cette base-là, et donc effectivement cesser, nous, entre humains, de se taper dessus pour reconsidérer notre véritable ennemi, et donc le désigner par son nom, et pour ne pas perdre de temps non plus avec effectivement des phénomènes de hameçonnage qui orientent l'attention sur autre chose et qui nous feront perdre le sens de notre intérêt. Du fait de ses convictions politiques, Jean Moulin est révoqué par Vichy. Il fait alors un tour de France afin de répertorier les mouvements qui commencent à s'organiser, puis part à Londres en faire part au général de Gaulle. Celui-ci lui demande d'unifier les mouvements non communistes de la zone sud. La résistance intérieure étant majoritairement de gauche, le général sait qu'il va devoir lui donner des gages sur le terrain social s'il veut qu'elle s'unifie sous son nom. Après plusieurs mois de discussions, parfois âpres, Jean Moulin réussit cette unification. À partir de l'automne 1943, les choses sont à nouveau en ordre de marche et c'est le moment
où vient sur la table la question d'un éventuel programme que concocterait ce Conseil national de la résistance. Dans une assemblée, la droite peut parler à la gauche, mais chacun est sur ses bancs. Là, c'est pas comme ça que les choses se passent. Ça veut dire qu'on peut être communiste sectaire, stalinien, et trouver qu'un démocrate chrétien comme Bidault, c'est un type estimable. Et ça, c'est pas si simple. Et donc ça déroge aux règles les plus établies de, j'allais dire, de l'habitus politique. C'est un programme qu'on peut considérer comme révolutionnaire, oui, oui. Quand De Gaulle prend le pouvoir, on savait ce qu'il allait faire. Il allait appliquer, dans toute la mesure du possible, le programme du CNR. Ce qui s'est passé. En octobre 1944, les communistes rendent leurs armes et entrent au gouvernement de Gaulle comme tous les autres partis politiques membres du CNR. Ils seront les plus ardents dans l'application du programme, notamment avec la création d'EDF par Marcel Paul ou l'instauration de la sécurité sociale par Ambroise Croizat. Il faudra dire dans notre Assemblée que la résistance française doit se confondre de plus en plus avec la nation française, la nation vainqueur. Au travail, mes camarades, nous avons été les camarades de combat, nous serons aujourd'hui les camarades de la construction française. Je dis que sans la résistance française, les démocraties ne pourraient pas gagner la guerre. Le livre s'achève sur un appel à la commémoration du 60e anniversaire du Conseil national de la résistance du 15 mars 1944. Pourquoi ? Déjà pour inciter les gens à lire le texte que le Conseil national de la résistance a produit en 1944, un texte qui s'appelle Les Jours heureux et qui est un peu la feuille de route du gaullisme. C'est un peu c'est très court, ça fait 40 pages, enfin 30 pages en fonction des éditions, et ça définit en fait une forme idéale en quelque sorte d'État-nation sur la base de bons principes et qui sont, enfin moi la première fois que je l'ai lu, j'ai eu les larmes aux yeux, je vous l'avoue. Assuré sur le plan des libertés. La liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Le rétablissement du suffrage universel. Promouvoir sur le plan économique. Une organisation de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. La nationalisation des grands moyens de production, des sources d'énergie, des compagnies d'assurance et des banques. Le développement et le soutien des coopératives de production. Promouvoir sur le plan social. Un plan complet de sécurité sociale. Le droit au travail et au repos. Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. La reconstitution d'un syndicalisme indépendant. La possibilité effective pour tous les enfants de bénéficier de l'instruction et de la culture la plus développée. J'ai vu quelque chose qui me paraissait effectivement, comment dire ça, incritiquable. Impossible à critiquer, à moins de révéler qu'on est vraiment très mal intentionné. Et donc, c'est... bon, voilà, j'avais envie de faire la publicité de ce texte,
Sachant que c'est pas uniquement, enfin c'est pas gratuit comme ça, quoi. C'est-à-dire que l'idée c'est aussi, enfin le CNR, quand on parle du CNR, on pense à une forme politique, dialectique, qui permet d'articuler toutes les bonnes volontés, hein, donc de l'ultra-droite à l'ultra-gauche. Sur le modèle donc de l'alliance entre gaullistes et communistes, qui a plus ou moins fonctionné pendant la résistance, pendant l'occupation allemande en France. On retrouve cette structure, hein, en fait cette union sacrée, comme on pourrait dire, avec dans d'autres exemples, hein, le cercle Proudhon par exemple, et c'est aussi ce qu'on appelle la coagulation. Hein, c'est la coagulation, c'est-à-dire le rassemblement des forces anti-système contre l'ennemi commun. Récemment, donc, Bruno Gollnisch, sur son blog, a écrit un article intitulé « Versaillais et communards rassemblés, : l'union sacrée qui effraie la secte ». Voilà, donc c'est là aussi il a tout compris. Voilà, il faut œuvrer, travailler dans le sens donc de ce que Alain Soral appelle la droite des valeurs et la gauche du travail, parce qu'on a des choses à se dire, on a des points communs. Essentiellement, le point commun, ce qui fait notre lien, c'est que nous avons des valeurs que nous plaçons au-dessus du capital. La droite des valeurs, c'est pas la droite libérale, c'est la droite traditionnaliste. Elle a des valeurs issues de la monarchie, parfois donc des valeurs qui peuvent paraître à certaines personnes complètement surannées, et la gauche du travail a des valeurs aussi, justement des valeurs aussi qui, là bon c'est plus facile à comprendre, enfin c'est plus évident dans les médias par exemple que bon des valeurs à placer au-dessus du capital, parce que traditionnellement la gauche normalement est anticapitaliste. C'est plus le cas pour la plupart des organisations de gauche évidemment, qui sont soit clairement capitalistes, soit pseudo-anticapitalistes. Mais on a vu cette union sacrée, enfin cette coagulation se réaliser il y a une dizaine d'années maintenant, au moment du référendum sur le projet de constitution européenne. On l'a vu, on a vu ce que ça donnait. C'est-à-dire, moi j'ai voté non, les nonistes ont gagné par addition du Front National et du NPA, par exemple. Et c'est pour ça que nous avons gagné. Parce que là, il y a eu coagulation. Dans les urnes, hein, évidemment pas en dehors, malheureusement. Mais c'est vers cette coagulation en dehors même des urnes, hein, et au niveau des organisations, il faut respecter les nuances, hein, évidemment. Il ne s'agit pas qu'on soit tous dans le même globi-boulga fusionné, hein, c'est pas ça. Il y a des différences. Mais il faut réussir à dialectiser ces différences, c'est-à-dire à les articuler. Un bon moyen pour faire comprendre cela, hein, c'est déjà de rappeler que parler de droite et de gauche n'a guère de sens en France aujourd'hui quand c'est Bruxelles, Tel Aviv et Washington qui dirigent. Voilà. Donc c'est inepte, hein, de se revendiquer de droite ou de gauche aujourd'hui. Hein, c'est déjà sortons de la domination donc des trois entités que je viens de citer. Reconstruisons une authentique souveraineté nationale. Ensuite, on verra si on est de droite ou de gauche. Voilà. Donc l'idée, là, mon idée avec cette valorisation du CNR et du programme du CNR, c'était ça, c'était d'essayer de refaire de participer comme ça à cette coagulation qui donc a pour adversaire toutes les forces de dissolution. Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance, un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portées diverses. Statut de la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de la sécurité sociale, paritarisme.
À y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. L'ancien vice-président du MEDEF, Denis Kessler, dans le magazine Challenge, du 4 octobre 2007. Article « Adieu 1945, raccrochons notre pays au monde ».